Non, tu ne deviendras pas bilingue si tu traduis constamment de l'anglais au français ou du français à l'anglais ou dans n'importe quelle autre langue. Je vais vous expliquer petit à petit comment vous pouvez réussir à apprendre une langue de façon autonome, c'est-à-dire sans dépendre d'une autre langue, et qui sera bien plus efficace pour que vous progressiez dans la langue visée. Apprendre une langue par rapport à une autre, c'est tout simplement confronter deux visions des choses différentes, deux perceptions du temps, du monde, de l'espace différentes, et c'est pas bon. Hey guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et je les pratique depuis maintenant plus de 9 ans. Sur cette chaîne, je vous propose d'apprendre ou de vous perfectionner en anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la traduction. Oui, je vous le dis frontalement, vous n'allez pas devenir bilingue si vous traduisez constamment d'une langue à une autre, et je vais vous expliquer pourquoi. Petit disclaimer avant, je parle bien dans cette vidéo des personnes qui apprennent une langue et qui traduisent constamment et pensent qu'elles vont s'améliorer en le faisant alors que pas du tout. Allez, c'est parti! On a tendance à se baser sur ce qu'on connaît le mieux et c'est tout à fait normal. Si vous êtes français, vous connaissez la langue française, donc forcément vous connaissez des mots, des expressions toutes faites, etc. Et quand vous apprenez une autre langue, c'est tout à fait normal de se baser dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, de vous baser sur votre langue maternelle pour essayer de comprendre des mots basiques ou simples, des mots physiques. Un chat en anglais c'est bien cat et vous n'allez pas l'inventer et vous ne pouvez pas le deviner non plus si vous ne le savez pas. Donc c'est normal d'aller chercher dans un dictionnaire pour voir quel mot veut dire quoi. Mais attention seulement au début de votre apprentissage. Si vous cherchez un mot par exemple sur Word Référence, qui est quand même une référence en termes de traduction, ça c'est indéniable. Il va vous donner généralement un mot en vous expliquant le plus possible à quel registre appartient ce mot, si c'est soutenu, formel, informel, etc. Si c'est vulgaire ou autre. Et il va peut-être vous donner une phrase d'exemple, mais ça va être compliqué pour vous de comprendre dans quel contexte vous allez pouvoir réutiliser ce mot. C'est la raison pour laquelle traduire n'est pas suffisant. Certes, vous allez avoir un mot, il va vous dire de quoi il en retourne, vous allez comprendre un peu mieux, mais en revanche, vous n'allez pas savoir quand vous allez pouvoir réutiliser ce mot, vous. Et c'est quand même ce qui vous intéresse, en plus de comprendre le mot. La traduction est un métier et vous n'êtes pas traducteur. Vous souhaitez apprendre une langue et pas par rapport à une autre langue, mais vous souhaitez avoir un apprentissage autonome de la langue que vous souhaitez apprendre. La traduction, c'est un métier qui est très technique, qui est particulièrement exigeant, qui nécessite d'avoir une précision et une connaissance de la langue que même quelqu'un de natif n'a pas forcément, puisqu'il y a tout un tas d'outils qu'il faut connaître et aussi l'aspect culturel de la langue. En traduction, on ne traduit pas un mot par un mot, on traduit des idées et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Un traducteur va faire en sorte de comprendre le contexte dans lequel il doit traduire et restituer le ton donné par l'auteur à son œuvre et réutiliser le même registre que l'auteur a utilisé dans sa traduction. Il doit donc rester fidèle à tout un ensemble d'éléments du texte original, dont le contexte, l'aspect culturel, le ton de l'auteur, les jeux de mots implicites ou explicites, ce qui est mis en avant ou non par l'auteur, bref, tout un tas d'éléments qu'il faudra qu'il analyse dans le texte original avant de traduire. Mais vous, toi, oui, toi, en tant que personne qui apprend une langue, ça ne vous concerne pas. Vous souhaitez tout simplement comprendre le document et non savoir le traduire. C'est pour ça que je vous encourage à chercher les mots dans un dictionnaire unilingue tout simplement. Par exemple pour l'anglais, The Cambridge Dictionary, qui est un dictionnaire assez simple dans les mots qu'il utilise, même si il conviendra bien évidemment à des personnes qui sont plutôt d'un niveau B1 ou B2. Au début, ce sera un peu difficile, c'est vrai, vous allez avoir quelques mots qui vont sortir dans les définitions que vous n'allez pas forcément comprendre, mais c'est important que vous commencez cette partie d'immersion dans la langue le plus possible, parce qu'en cherchant des mots dans la langue directement, vous allez commencer à arrêter de réfléchir tout le temps par rapport à votre langue natale, puisque vous allez avoir des mots, des définitions, des idées qui sont exprimées dans l'autre langue, celle que vous apprenez. Bien évidemment, pour les quelques mots que vous ne comprendrez pas dans les définitions, allez les chercher, aucun problème, sur boîte de référence, etc. Mais petit à petit, essayez de vous en détacher le plus possible, et surtout si c'est des mots qui ne sont pas essentiels à ce que vous compreniez entièrement la définition, ne les cherchez pas, c'est inutile. Si en regardant votre définition en anglais, vous ne comprenez toujours pas, je vous invite à, dans un premier temps, utiliser Google Images pour voir si, avec une image, ça vous parle plus. Notamment pour les objets physiques, parce que c'est vrai que des fois, décrire des objets physiques, c'est un peu compliqué dans une définition, en tout cas pour comprendre de quoi il s'agit. Mais quand on a l'image, par contre, là,
ça peut nous parler un petit peu plus. Donc cherchez dans Google Images et en dernier recours, seulement en dernier recours, vous allez chercher la traduction dans Word Référence, mais pas avant d'avoir fait tout ce processus d'essai de recherche avant. Ok? Une langue est unique, elle a ses propres codes et ses propres règles et ça c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire. Le français n'est pas l'anglais, l'anglais n'est pas le français, chaque langue est unique en soi. De même que ses structures grammaticales, sa culture, etc. C'est la raison pour laquelle traduire constamment d'une langue à une autre ne vous aidera pas à devenir bilingue puisque vous serez constamment bloqué sur une langue. C'est inutile de vouloir trouver une traduction exacte à chaque mot à chaque fois parce que ça va conditionner un peu votre cerveau en fait à apprendre une langue par rapport à une autre et vous n'allez donc jamais switcher dans votre tête directement dans la langue que vous apprenez et ça va être frustrant pour vous parce que vous n'allez jamais pouvoir finalement devenir bilingue. Par exemple, si vous cherchez la traduction de batifoler en français et que vous souhaitez l'utiliser en anglais, c'est inutile parce qu'en français on dit batifoler. En anglais, si on veut exactement donner le même mot qu'en français, on ne va pas essayer de mettre batifolate ou ce genre de choses que des fois on peut entendre et qui des fois nous agressent les oreilles. Mais on va essayer en fait de restituer le sens de batifoler. Batifoler c'est quoi? C'est quoi batifoler déjà? Batifoler. Batifoler, par exemple, c'est jouer à la manière d'un enfant. Donc, on va tout simplement restituer cette idée, mais dans la langue qu'on apprend, avec les mots qu'on connaît. Ça ne sert à rien de vouloir trouver exactement le même mot. Peut-être qu'il existe, mais peut-être qu'il n'existe pas. Donc, à vous de restituer l'idée et non le mot exact de ce que vous souhaitez dire. Comme ça, vous êtes constamment en train de penser dans la langue d'arrivée et vous arrêtez de réfléchir par rapport au français à chaque fois. Je dis le français, mais ça peut être une autre langue aussi, bien évidemment. En lien avec ce que j'ai dit précédemment, maintenant, arrêtez de faire constamment des comparaisons ou des différences par rapport à votre langue. Quelques exemples. I was given a watch on Christmas Day. Donc dans le sens littéral, j'ai été donné une montre le jour de Noël. Bien évidemment, ça ne veut absolument rien dire quand on traduit mot à mot. Ici, c'est une structure très couramment utilisée en anglais et qui n'est pas utilisée du tout en français. N'essayez pas de chercher une logique et réutilisez tout simplement la structure à chaque fois. Et pour la traduction, ça veut dire on m'a offert un cadeau à Noël. Et oui, je sais, on dirait un cochon. Donc ne dites pas, mais pourquoi c'est été donné? Parce que été donné, c'est en français. En anglais, c'est I was given. Et en anglais, ça fonctionne. Ok? Quand ce sont des structures de ce type, retenez-les et ne vous posez pas de questions. Un exemple dans une autre langue, en japonais, pour dire je mange des sushis, on va dire sushi o tabemasu. Ça veut dire que on commence par ce qu'on mange et ensuite on finit par le verbe. Eh bien, en apprenant le japonais, je me suis dit, la structure elle est comme ça. Je cherche pas à comprendre pourquoi, je la réutilise telle quelle et c'est tout. Et je ne me pose pas plus de questions. Parce que ça ne sert absolument à rien, il n'y a pas d'explication. C'est comme ça et c'est tout. Les listes de vocabulaire. Les fameuses. Je suis anti-liste. Certes, elles peuvent enrichir votre vocabulaire si vous les utilisez à bon escient. Mais si vous souhaitez connaître tous les mots par cœur de la langue, ce n'est tout simplement pas possible. Et c'est la raison pour laquelle la première chose que je vous invite à faire si vous utilisez des listes, c'est de choisir des thématiques. Des thématiques qui soient en lien avec votre vie quotidienne et que vous utilisez souvent dans la langue et également qui soient en rapport avec vos centres d'intérêt, vos passions, etc. Puisque tout ce vocabulaire-là, vous l'utilisez souvent. Donc si vous êtes avec un interlocuteur, vous serez amené plus souvent à réutiliser ces mots bien évidemment et vous allez les mémoriser le plus rapidement possible. Puisque si vous réutilisez des mots que vous apprenez, forcément la mémoire va bien fonctionner, va bien faire son travail et vous allez les mémoriser. Et ça va enrichir votre vocabulaire. Donc, si vous n'êtes pas fan de bricolage, ça sert à rien d'apprendre tous les outils par cœur en anglais si vous n'allez pas les réutiliser après. Et même des mots que vous ne connaissez pas en français. Par contre, si vous êtes sur le point de faire une expérience professionnelle ou alors une expérience dans un pays étranger, là, bien sûr que vous allez vous intéresser pour les listes de vocabulaire dans les domaines qui sont liés à ce à quoi votre expérience sera. Donc par exemple, si vous faites un stage en menuiserie, vous allez voir le vocabulaire dans la menuiserie, tout simplement. Donc c'est tout à fait normal et ne culpabilisez pas par rapport au fait que vous ne connaissez pas 10 000 mots en anglais. Il y a plein de mots que je ne connais pas en anglais. Ok ? Attention, les listes de vocabulaire c'est bien, mais elles ne mettent pas souvent en contexte le mot dans lequel vous pouvez l'utiliser, ou les combinaisons de mots qu'on peut utiliser ensemble, ce qu'on appelle les collocations. Par exemple, increase qui veut dire une hausse ne fonctionne pas avec l'adjectif wide qui veut dire large. En anglais on dit pas a wide increase, on va dire a large increase. Et ça dans votre liste de vocabulaire,
on ne vous le dit pas. Par contre, dans un dictionnaire de colocation, on vous le dit. Attention aux listes. Donc les listes, je vous le conseillerais surtout pour des objets physiques, pas pour tout ce qui est les idées abstraites, etc. En fonction du contexte, effectivement, un mot peut avoir un sens plutôt qu'un autre, mais ne vous figez surtout pas à un seul sens d'un mot, d'accord? Surtout qu'en anglais, mais comme en français, un mot peut avoir plein de significations en fonction du contexte. Et maintenant, un point fondamental qui est lié avec ce que je viens de dire précédemment, c'est l'importance d'avoir un vécu avec les mots que vous apprenez. C'est pour ça que les listes de vocabulaire, c'est pas toujours beau. La mémoire, elle fonctionne en faisant des rapprochements, des exclusions, mais aussi quand vous avez un affect, un vécu particulier. Ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi avec une expérience, un mot, etc. Et donc, au plus vous aurez exploré de contexte dans la langue que vous apprenez, et au plus vous aurez des chances de mémoriser des mots. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire pour plein de mots en anglais, par exemple, où est-ce que je les ai appris. L'expression to go belly up, qui veut dire faire faillite, je l'ai appris dans le livre Vanity Fair by Megan Caldwell. L'expression to go back to the drawing board, je l'ai appris dans un livre qui s'appelle Speak English Like an American, que je vous recommande grandement si vous souhaitez notamment apprendre des expressions qui sont couramment utilisées en anglais américain. Ce livre est excellent, il est pépite, comme on dit. Le mot miscellaneous qui, dans les sites internet, est en fait généralement la rubrique dans laquelle on met tout et n'importe quoi, donc divers. En bref, avec tout ce que je viens de vous dire, si vous apprenez une langue par rapport à une autre langue, votre cerveau va constamment être en train d'associer la langue par rapport à une autre et va tout le temps se poser 10 milliards de questions. Alors qu'il ne faut pas se poser les questions, en fait, il y a des choses qui sont comme elles sont dans la langue. Comme je l'ai dit, chaque langue a ses propres codes, ses propres règles. Donc arrêtez de vous baser sur une autre langue quand vous apprenez une autre langue et arrêtez de vous poser des questions. Retenez les choses comme elles sont dans la langue et vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Apprenez intelligemment comme je vous l'ai montré dans cette vidéo et sans vous poser trop de questions. Et il faut tout simplement, petit à petit, s'orienter vers un apprentissage autonome de la langue, c'est-à-dire sans se baser sur une langue. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire en suivant les 5 conseils pour réussir à apprendre une langue que je vous livre dans cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche juste ici. Venez rejoindre l'aventure et surtout soutenez une petite chaîne. Likez, commentez, partagez, c'est super important. Faites-moi vos retours. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!